La création de l'Université de Moncton en 1963 constitue certainement une étape des plus importantes dans l'histoire de ce que l'on a appelé la Renaissance acadienne. Au début, il ne s'agissait que d'une idée, celle d'un homme en particulier, qui rêvait d'une institution d'enseignement supérieur qui permettrait aux siens de prendre leur destinée en main. Le père Clément Cormier fut non seulement un témoin des événements, il a joué un rôle clé dans la fondation et le développement de l'université. Pourtant, c'est aux pionniers qu'il préfère rendre hommage en rappelant les débuts et l'évolution parfois difficile de l'éducation en Acadie. La question de l'éducation a toujours été bien importante en Acadie. Le premier collège date de 1864, comme vous le savez. Ça a été fondé par le père Lefebvre. Il y avait eu quelques tentatives de fondation de collège auparavant, mais qui n'ont pas réussi. La plus importante de ces tentatives, c'est celle de l'abbé Lafrance, qui avait fondé à Memramcook même ce qu'il appelait le séminaire Saint-Thomas. Mais n'ayant pas pu réussir, à cause du manque de finances, il a demandé à Monseigneur Sweeney, qui était son évêque à Saint-Jean, d'obtenir les services d'une communauté religieuse. Et Monseigneur Sweeney a pu entrer en contact avec le visiteur de la congrégation de Sainte-Croix, qui était de passage à New York. Et le père Charles Moreau, qui était le visiteur, est venu à Saint-Jean et à Memramcook et s'est laissé convaincre de l'importance d'une telle fondation. Et au cours de l'année 1863, l'évêque de Saint-Jean a communiqué, a négocié avec le supérieur général, qui était le père Basile-Antoine Moreau, et puis il a obtenu que la congrégation de Sainte-Croix s'en vienne. Et le père Lefebvre est arrivé à Memramcook en 1864. Il y a eu ensuite un autre collège qui a été fondé à Pointe-de-l'Église, en Nouvelle-Écosse, en 1890, et plus tard à Caraquet, en 1900 ou 1899. Et plus tard, ce collège-là a été transféré à Bathurst. En 1946, les pères Eudis fondaient eux aussi un collège à Edmundston. Entre-temps, il y a eu des couvents qui ont été fondés. Les principaux, je dirais, ceux qui finalement se sont intégrés à l'université, sont devenus partie composante de l'université, sont les couvents de Memramcook, qui a été fondé en 1873 comme couvent où on enseignait au niveau de secondaire seulement. Et on a commencé les études classiques là, en 1943. Et il y a eu le couvent de Saint-Basile, qui est dirigé par les religieuses hospitalières, qui a été fondé à peu près dans le même temps, en 1874, si ma mémoire est bonne, et puis qui est devenu, qui a lui aussi participé à l'enseignement classique à partir des années 1940 ou vers 1950, immédiatement après l'ouverture du collège Saint-Louis d'Edmundston. Il y avait donc en Acadie, Père Cormier, tout un réseau d'institutions, et pour les garçons et pour les filles. Qu'est-ce qui a motivé à ce moment-là la création d'une université comme telle? Bien, ça a été le problème des subventions. En 1951, la commission Massé publiait son rapport sur le développement des arts, des lettres et des sciences. Et, entre autres, recommandait une subvention du gouvernement fédéral aux institutions d'enseignement supérieur, ce qui était vraiment une nouveauté. Et puis, ça pose un problème, surtout aux provinces, parce que l'éducation était depuis toujours du domaine provincial et les provinces gardaient jalousement leurs prérogatives à ce point de vue-là. Or, on s'est arrangé pour trouver un moyen d'éviter la difficulté. C'est qu'il y avait une association des universités qui existait au pays et le gouvernement Saint-Laurent, dans le temps, a eu l'idée de confier à cette association les sommes destinées aux universités
Alors, c'était l'association des universités qui distribuait les montants selon la proportion du nombre d'étudiants. Mais c'était tellement inégal parce que l'Université du Nouveau-Brunswick avait de gros montants, des montants substantiels et pour la construction et pour l'opération. Et finalement, on a décidé de présenter un mémoire très substantiel au gouvernement. On a préparé ça, on l'a imprimé en anglais et en français, et on l'a distribué un peu partout. Et on s'est présenté devant le cabinet à Fredericton. Vous étiez du nombre? Ah oui, j'étais du nombre. Chaque université, chacune des les cinq indépendantes, privées, confessionnelles, amenait avec le président des membres les plus distingués de ses anciens, de ses amis. Et on s'est rassemblés dans la salle du cabinet avec tous ces délégués, des personnes, des juges, il y avait des anciens ministres du gouvernement, et puis des personnes à cheveux blancs, et puis des personnes vénérables, assis autour de la salle, et au milieu de la salle, le petit jeune premier ministre, qui était Louis Robichaud dans le temps, qui présidait tout ça, et puis qui avait accepté. Il y avait eu des élections entre-temps, et Louis Robichaud était devenu premier ministre. Et puis, il nous a écoutés faire notre plaidoyer. Quand on a eu fini, il a dit tout simplement, oui, c'est bien, alors on va prendre ça en considération, puis vous aurez de mes nouvelles plus tard. On se demandait qu'est-ce qui allait arriver et prendre ça en considération. Souvent, les gens du gouvernement mettent ça sur des étagères, puis on n'entend plus parler. De toute façon, on s'en est venu, puis quelques mois plus tard, j'ai rencontré Louis Robichaud, puis il m'a dit, j'ai trouvé la solution qu'il faut. On va faire une enquête sur votre problème, et je vais avoir l'homme le plus prestigieux du pays pour diriger l'enquête, John Deutsch. Alors, John Deutsch est venu, et puis il a fait son enquête, et c'est à la fin de son enquête que lui et ses collègues ont recommandé la fondation d'une université française à Moncton. C'était une chance d'avoir Louis Robichaud? Ah, je pense bien que oui. Je crois, il faudrait dire que n'importe quel gouvernement aurait dû faire la même chose. Je ne sais pas si n'importe lequel l'aurait fait en réalité, mais ce fut certainement une chance d'avoir Louis Robichaud qui a étudié le problème et qui a choisi les meilleurs hommes du pays pour mener cette enquête-là. Lorsque le gouvernement a commencé à étudier le cas en Assemblée législative, ils avaient présenté le projet de loi. Ça a été voté en première lecture, en deuxième lecture, et quand c'est venu à la troisième lecture, le premier ministre avait dit « Venez donc à Fredericton avec votre avocat, au cas où on aurait des questions à poser. » Alors, je suis monté à Fredericton avec notre avocat qui était Charles-Édouard Légère dans le temps. Et puis, nous avons pris une chambre à l'hôtel, et puis, vers l'heure du souper, nous sommes descendus pour souper. Et arrivés à la salle à dîner, on rencontre quelques députés qui étaient tous énervés, puis je me demandais qu'est-ce qu'il y avait. Ben, ils ont dit, vous n'avez pas su ça? Les chambres sont prorogées, et puis le gouvernement est dissous, on va avoir des élections. Alors notre projet tombait à l'eau. On était convaincus que c'était fini, et puis que la crainte de voir le premier ministre n'être plus au pouvoir après les élections, ben, ça nous laissait déconfits. Alors, j'ai rejoint Louis Robichaud, il était à l'hôtel, et puis je suis allé le voir, et puis il était tout enthousiaste, puis convaincu qu'il allait gagner les élections et que ce n'était que partie remise. Alors, en fait, il nous a encouragés, mais il n'y avait rien qu'on pouvait faire, il fallait accepter les faits. Et nous sommes revenus à Moncton bredouille, convaincus, ne sachant pas ce qui allait nous arriver. De toute façon, notre projet était remis. Et c'est au mois de juin qu'ont eu lieu les élections. Et très tôt, Louis Robichaud est revenu au pouvoir,
très tôt, notre loi a passé. Alors, en première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, on était là encore pour répondre aux questions qu'ils pouvaient nous poser, puis ils en ont posé des bonnes. Et puis, ça passait en troisième lecture très facilement. Et ensuite, le 19 juin, ça a été approuvé par le lieutenant-gouverneur et l'Université de Moncton existait. Le 19 juin 1963. Il existait toujours des collèges, des couvents. Quelle pouvait être la structure initiale de l'université? Comment on avait structuré tout cela? Bien, voyez-vous, le principe fondamental que Deutsch avait établi, c'est que la population française au Nouveau-Brunswick est suffisamment nombreuse pour justifier une université comme celle dont je viens de parler. Mais il se disait, on veut une université qui soit une véritable institution de haut savoir. Il faut qu'elle se compare bien aux autres institutions du pays. Il est justifiable d'en instituer une. On ne peut pas concevoir qu'on en ait trois. Alors il faut qu'il y ait entente, organisation, pour que la population française tombe d'accord sur une formule qui soit acceptable à tout le monde. Alors ils ont passé des mois à négocier, à aller d'un bout de la province à l'autre, d'une institution à l'autre, pour accepter une formule acceptable à tout le monde. Alors, on s'entendait sur le principe une seule université, une école de haut savoir pour l'enseignement supérieur, l'enseignement professionnel et la recherche. Et puis, les autres institutions devraient continuer à exister, mais ne pas essayer de répéter, de dupliquer le travail de l'Université centrale. Il y a eu toutes ces réunions préparatoires, puis ensuite, il fallait bien s'en venir au Marais et construire. Oui, le plus spectaculaire dans tout ça, c'est bien ces constructions. Transformer le Marais en ce campus là, que vous voyez aujourd'hui avec tous ces édifices, ça s'est fait... Il a fallu de la planification, hein? Des années de planification. Des mois à ce temps-là, surtout. Mais on a fait tout un grand tableau systématique décrivant un plan de construction qui devait se répartir sur une dizaine d'années. Et puis c'était un plan pas quinquennal, mais biquinquennal, si vous voulez. Et on s'en est tenu assez fidèlement à ce plan-là. Ça a été discuté dès les premières réunions. On a été assez chanceux d'avoir des hommes prestigieux du Canada avec nous autres. Par exemple, M.
Louis Lévesque, Paul Desmarais, il y avait Jules Briand aussi dans le temps, qui étaient avec nous et qui, au lieu de mettre la pédale douce, nous disaient « Allez, marchez, marchez, n'ayez pas peur », et puis qui nous stimulaient au travail. Alors ça a été une période exaltante. On m'a dit que le choix du premier édifice, après celui qui existait déjà, avait été fait consciemment, celui de la bibliothèque, un peu comme symbole. Oui, c'était le symbole. On voulait vraiment donner un ton universitaire à nos intentions. C'était d'implanter une bibliothèque pour montrer qu'on voulait développer l'esprit de recherche et l'esprit d'étude. Alors, au début, la première phase comprenait 3 édifices qui étaient essentiels. On a pris le pavillon des sciences, qui est en arrière de nous. Le premier, à cause de sa dimension. Il devait être grand pour loger tous les laboratoires que nous avions l'intention d'établir. Ensuite, la bibliothèque, comme je le disais, à cause de l'intention symbolique. Et troisièmement, il fallait être pratique, il fallait penser au chauffage et à la distribution des services. Alors, la chaufferie devait être parmi nos premiers plans. Et l'intention au début était de relier tous les édifices par des corridors souterrains. Tous les services, les tuyaux, les fils, on voulait que rien ne paraisse à l'extérieur. Alors, on a lancé un programme considérable pour ces 3 constructions principales, la bibliothèque, le pavillon des sciences, où devaient être logés tous les édifices, toutes les classes, les salles d'enseignement, et puis la chaufferie. Et tous ces édifices étaient reliés par des tunnels. Et par la suite, les tunnels ont continué à relier toutes les constructions qui ont suivi. Le pavillon des sciences, donc, a abrité pendant la première année les étudiants de toutes les facultés. Toutes les facultés, oui. Pendant les 2 ou 3 premières années. Je crois qu'ensuite, il y a eu les arts, les sciences infirmières, les sciences de l'éducation. Quand j'ai cessé comme recteur, on commençait justement le pavillon des sciences de l'éducation. Aux sciences, en septembre 1965, c'était pas chauffé trop. Ah non. L'ouverture a eu lieu, il me semble, c'est le 12 septembre 1965. L'inauguration des 3 édifices dont je parle. Évidemment, l'édifice de la chaufferie, c'était moins spectaculaire. Mais la bibliothèque et le pavillon des sciences, ça a été la grande inauguration. Et on avait fait venir des gens d'un peu partout, des personnalités du Canada et de la province du Nouveau-Brunswick. Et on avait aménagé des routes provisoires. C'était juste assez pour ne pas marcher dans la boue au cas où il pleuvrait. Et puis, le gouverneur général devait venir pour cette cérémonie-là, c'était le général Vanier. On lui avait fait une petite estrade pour monter parce qu'avec sa jambe malade, il montait en pente douce. On avait fait ça devant le pavillon des sciences. Et puis, ça avait été vraiment une journée mémorable parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues pour la fête. En tout cas, c'était la grande inauguration de l'université, le 12 septembre 1965. Et une des choses qui était à noter, c'est que la chaufferie n'était pas terminée. C'est-à-dire, l'édifice était complété, les fournaises étaient arrivées, mais c'était des choses immenses. Et puis, il fallait beaucoup d'expérience avant que tout cela se mette en fonction. Le 12 septembre, c'était bien, mais le 15 et le 20, c'était froid. Et dans les corridors, on n'avait pas encore de chaleur. Il a fallu improviser des poêles de constructeurs là, un peu partout dans ces corridors-là pour que les élèves ne gèlent pas. Et puis, tout le monde était de bonne humeur, même malgré les difficultés qu'on rencontrait, parce que c'était un lancement formidable.
Pour vous, le Centre d'études acadiennes, c'est ce qui fait la marque distinctive, finalement, de Exactement. l'Université acadienne. Oui, c'est sûr. J'appelais ça le plat de lentilles de l'université. C'est un cadre académique en dehors des structures régulières, mais qui favorise la recherche sur un sujet très particulier que l'Université de Moncton est placée pour étudier puis promouvoir d'une façon exceptionnelle. Alors, notre but, c'était d'en faire un centre de documentation qu'on mettait à la disposition des chercheurs. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On voit des dizaines de fichiers. C'est la classification, l'indexage des connaissances pour que toutes les connaissances sur l'histoire de l'Acadie soient facilement disponibles aux chercheurs qui veulent en profiter. Vous avez un accès, vous, 24 heures sur 24 à ce centre? Oui. Il faut dire que lorsque je me suis retiré comme recteur, j'avais demandé à mon successeur de m'accorder une faveur. Il m'a dit quoi? J'ai dit, j'aimerais garder devant moi le passe-partout de la bibliothèque, de façon à pouvoir venir y travailler quand je voudrais. Et il me l'a accordé très volontiers. Je l'ai encore. Et je dois la léguer par testament à l'université lorsque je disparaîtrai. Père Cormier, quels ont été les moments les plus passionnants de ces 20 ans de l'université, pour vous personnellement? Je crois que l'expérience la plus exaltante, ça a été lorsque le premier ministre, qui était Louis Robichaud dans le temps, a accepté de confier le département de l'éducation à l'université. C'est-à-dire, c'était vraiment le transfert de l'école normale à l'Université Saint-Joseph. Et c'est devenu la faculté des sciences de l'éducation. Ça a été un objectif que je m'étais proposé depuis des années. On se proposait, on ambitionnait d'avoir une école normale française. On avait développé beaucoup les cours d'été. Les cours d'été ont beaucoup contribué à l'acheminement vers l'école normale. Mais le jour, ou c'était un soir plutôt, où le premier ministre a décidé de marcher de l'avant avec l'école normale, ça a été vraiment un triomphe. Et peut-être le moment précis qui m'a le plus impressionné, c'est lorsque les officiers supérieurs du ministère de l'Éducation sont venus à mon bureau lorsque j'étais encore recteur et ont voulu négocier pour savoir où se situerait sur le campus l'école normale. Ça a été vraiment un triomphe. Il y a eu d'autres moments, mais je crois que celui-là, c'est vraiment le plus exaltant de ma carrière. On pourrait peut-être parler aussi des ouvriers intrépides de la première heure, vos collaborateurs. Oui, ça me fait plaisir que vous me posiez cette question-là parce que je me sens un petit peu mal à l'aise d'être en évidence alors qu'il y en a d'autres collaborateurs zélés, laborieux, qui ont fait un travail énorme et qui méritent beaucoup, qui sont responsables du succès de l'université aujourd'hui. Et je pense surtout au Père Rossignol, qui a été responsable des constructions. Père Ferguson, qui a été comptable, économe pendant des années. Père Médard Daigle, Père Jean-Baptiste Cormier, responsable des études, qui a travaillé très fort. Et tous les autres. Et aussi nos successeurs, les recteurs qui sont venus par la suite, surtout Adélard Savoie, Jean Cadieux, le recteur actuel. Et ces hommes ont beaucoup mérité. Il me fait plaisir de leur rendre hommage et de leur attribuer la bonne part de mérite qui leur revient. Quand on évoque les noms des prêtres qui vous ont aidé au tout début, il ne faut pas s'imaginer des gens dans des bureaux. Ah non. Ils ont tout fait. Ah non, ils ont tout fait, surtout au début. Lorsqu'on a déménagé à l'Académie sur la rue Church,
Ces gens ont travaillé, démolir des murs, installer des laboratoires, poser des fils et des tuyaux. Et puis, ils ont fait à peu près tous les métiers. Et c'était pendant l'été, ça a été très dur. Et puis, ça a été les origines de tous ces développements qu'on voit aujourd'hui. Vous avez été associé de très très près à l'éducation ici en Acadie. Comment vous voyez les perspectives d'avenir pour les jeunes, pour l'éducation en général? Où on s'en va? Bien, avec l'établissement des institutions, l'université dans son ensemble, avec ses campus et les institutions, l'école normale, surtout, c'est formidable ce qui s'est fait. Alors tout ça, ça pose des instruments qui vont aider à préparer des générations d'éducateurs et fournir aux jeunes l'occasion de se former et de se préparer pour des carrières auxquelles les Acadiens n'avaient pas accès dans le passé. Alors les possibilités sont ouvertes et il y a de très belles perspectives pour les années à venir.